Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apéros philo, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ 900 000 abonnés. Merci énormément d'être de plus en plus nombreux à suivre mon travail. Alors même si ça fait déjà un petit moment que cette année 2024 a débuté, je voudrais quand même en profiter pour faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler. Donc sur cette année 2023, on était à peu près sur la même tendance que l'année précédente, puisqu'on a eu 22 nouveaux épisodes qui sont sortis sur la chaîne, ce qui est exactement le nombre d'épisodes qui étaient sortis en 2022. Et donc on a eu sur cette année 2023 une progression de 188 000 abonnés, ce qui est quand même énorme. Et je constate d'ailleurs qu'il y a une petite évolution dans les statistiques de l'audience, à savoir qu'on est désormais 78% d'hommes et 22% de femmes. Donc ça reste encore très majoritairement masculin, mais on a quand même un peu plus de femmes que les années précédentes. Et en termes de tranche d'âge, eh bien ce sont les 25-34 ans qui sont les plus nombreux à être abonnés à ma chaîne. Et je constate qu'il y a quand même 20% de mon audience qui a entre 18 et 24 ans, ce qui est quand même très encourageant. Et alors sur le plan de la répartition géographique, ça m'amuse toujours de constater que finalement, moins de la moitié de mon audience réside en France, ce qui veut donc dire que la plupart des gens qui m'écoutent vivent hors de France, autrement dit que la chaîne rayonne à l'international. Voilà, donc on est vraiment sur une progression constante depuis quelques années, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et je précise également que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter en podcast, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Donc pendant que vous êtes en train de faire votre séance de sport, ou pendant que vous êtes dans votre voiture, dans les embouteillages pour aller au travail, eh bien vous pouvez m'écouter. Et n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur l'application de podcast sur laquelle vous m'écoutez, parce que c'est ce qui participe le mieux au référencement, c'est ce qui fait qu'on va être davantage mis en avant par l'algorithme. Et enfin, dernière statistique, ça va concerner ma page Patreon, puisque vous êtes désormais plus de 1000 personnes à me suivre sur Patreon. Quand je dis à me suivre, en réalité, c'est pas tout à fait exact, vous êtes plus de 1000 à avoir souscrit à l'abonnement payant qui vous permet d'avoir accès à l'intégralité de mon contenu inédit, mais vous êtes aussi plus de 4000 à vous être abonné à la formule gratuite qui vous permet d'avoir un aperçu de toutes mes nouvelles publications. Donc je rappelle que sur Patreon, vous avez accès à tous mes épisodes spéciaux, que ce soit les capsules concept, les 17 minutes, les épisodes retour. Vous êtes très nombreux à me poser des questions en commentaire sous chacun de mes nouveaux épisodes. Eh bien sachez qu'il m'arrive très souvent de répondre à certaines de ces questions dans mes épisodes retour. L'abonnement Patreon vous donne accès à tous les épisodes en avant-première 7 jours avant leur sortie publique. Et selon la formule que vous allez choisir, vous pourrez également participer aux cours en visio que je donne une fois par mois, ainsi qu'à mes apéros philo. Alors je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas trop quand je leur parle de ma page Patreon, parce qu'ils sont déjà très satisfaits de ce qu'il y a sur YouTube et qu'ils estiment que ils n'ont pas besoin de davantage. Mais sachez que parmi vous, il y en a aussi qui ont ce désir d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur, d'aborder des notions parfois plus techniques. Des personnes aussi qui souhaitent me soutenir et qui, en s'abonnant à ma page Patreon, me soutiennent tout en bénéficiant d'un contenu supplémentaire. Et puis il y a aussi le fait que sur YouTube, les règles d'utilisation deviennent de plus en plus strictes, je vous en avais déjà parlé dans une précédente FAQ, et là typiquement je me suis retrouvé avec plusieurs épisodes qui ont été démonétisés coup sur coup en l'espace de quelques jours, et j'ai même encore mieux que ça, mon épisode Poisson d'avril sur BHL a non seulement été démonétisé, mais il a même été supprimé de ma chaîne, et j'ai reçu un avertissement. J'ai reçu un avertissement parce que j'avais utilisé comme fond de mon épisode une photo de Bernard-Henri Lévy, et la personne qui a fait cette photographie, et qui donc en est la propriétaire, a envoyé une réclamation à YouTube, et donc ma chaîne a reçu un strike pour la simple et bonne raison que j'ai utilisé une photo qui ne m'appartenait pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, si vous prenez 3 strikes, votre chaîne est tout simplement clôturée. Donc moi, je peux pas m'amuser à prendre le risque de publier du contenu gratuitement sur YouTube sans savoir si du jour au lendemain, ma chaîne ne va pas être supprimée. Donc si je vous parle autant de ma page Patreon, c'est parce que Patreon, c'est non seulement une manière de me soutenir, c'est également une manière d'approfondir votre apprentissage de la philosophie, et c'est enfin une porte de sortie pour moi, si jamais les choses devenaient trop compliquées sur YouTube. Et donc pour clôturer ce bilan de l'année 2023, il me reste une dernière information à vous communiquer, et non des moindres, puisque comme vous le savez, le mois de décembre 2023 a été marqué par la finalisation de ma bande dessinée Philorama. Donc cette bande dessinée, ça y est, elle existe physiquement, elle a été envoyée
à tous les contributeurs de la campagne Ulule. Et donc cette bande dessinée, évidemment, j'en suis extrêmement fier, parce que c'est le fruit d'un an de travail acharné, parce que je trouve que Jules, le dessinateur, a fait un excellent travail, et aussi parce que je trouve que cette bande dessinée, c'est une porte d'entrée extrêmement accessible à la philosophie, y compris d'ailleurs pour des personnes qui ne suivent pas particulièrement mon travail. Donc encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet Philorama, parce que cette réussite, c'est grâce à vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations que je voulais vous communiquer. On va maintenant passer aux réponses à vos questions. Que peut-on te souhaiter pour l'année 2024 ? Pour l'année 2024, on peut me souhaiter la santé, l'inspiration, l'énergie et le temps pour continuer sur la même lancée que l'année dernière. As-tu arrêté ton travail de prof pour te consacrer à YouTube ? Oui, je l'avais annoncé, je crois, il y a environ 2 ans. J'ai arrêté définitivement de donner des cours particuliers pour pouvoir me consacrer à plein temps à la réalisation de mes épisodes. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le recul, je me demande même comment j'arrivais à dégager du temps pour faire des épisodes en plus de mes heures de cours. Alors en réalité, la réponse, je la connais, c'est qu'à l'époque, mes épisodes étaient beaucoup moins travaillés, beaucoup moins préparés. Au début, quand je faisais un épisode, j'appuyais sur le bouton enregistrer, je parlais et je diffusais. Aujourd'hui, ça me demande beaucoup plus de travail en amont, beaucoup plus d'écriture, parce que je n'aime pas me répéter d'un épisode à l'autre, et donc pour innover, il faut préparer. Et aussi parce que je ne veux pas me reposer sur mes acquis. J'aime cette idée de monter en exigence, de monter en qualité. Et donc même si je sais que d'un point de vue extérieur, on ne se rend pas forcément compte de la différence de travail entre mes premiers épisodes et mes épisodes actuels, moi je suis conscient de la différence, je perçois la différence, et donc pour atteindre ce niveau d'exigence, il faut absolument que je puisse me consacrer à ce travail à plein temps. Question suivante. Que faut-il penser du futur de la chaîne ? Restera-t-elle une chaîne de philo exclusivement ? Oui, le précepteur restera une chaîne de philosophie. Je rappelle qu'à l'origine, le précepteur était une chaîne de pédagogie, d'où d'ailleurs son nom, le précepteur. Mais maintenant que le précepteur est une chaîne de philosophie, je ne compte en aucun cas en modifier la thématique, en modifier la ligne éditoriale. La seule chose que je m'autorise, c'est de créer des nouveaux formats d'épisodes, même si à l'heure actuelle, j'estime qu'il y a déjà suffisamment de formats, puisqu'il y a déjà le format audio, le format des épisodes classiques. Il y a également le format des entretiens philo, que je compte bien poursuivre, le format des portraits philo, qui portent sur des personnages ou sur des œuvres de la culture populaire. Donc finalement, tous ces formats très différents les uns des autres me laissent énormément de liberté dans mon travail. Et je dirais que si aujourd'hui je devais modifier quelque chose à l'orientation de ma chaîne, ce ne serait pas la thématique, ça resterait de la philosophie, mais ce serait peut-être faire davantage d'entretiens ou davantage de portraits philo, si le temps me le permettait. Question suivante. Quelle méthode utilisez-vous pour créer vos vidéos sur une œuvre ? Finalement, ma méthode, elle est assez simple, elle est assez empirique, c'est-à-dire que quand j'ai décidé de traiter d'un thème chez un auteur, je vais relire tout ce qui concerne ce thème chez cet auteur, et à partir de là, je vais noter sur une feuille de brouillon toutes les idées, toutes les notions, tous les exemples qui me viennent en tête, et quand je sens que j'ai suffisamment de matière et que je commence à voir les choses s'articuler, quand je sens que je commence à avoir quelque chose qui ressemble à un propos, bien à ce moment-là, je vais commencer à écrire, et la construction de l'épisode se fait naturellement. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va faire un plan extrêmement détaillé avant d'écrire un épisode. Je vais commencer à écrire et puis le plan va auto-émerger. Et donc quand j'écris un épisode, je n'écris pas comme si j'étais en train d'écrire un livre. J'écris dans un style oral, je m'imagine en train de dire ce que j'écris pour voir si ça sonne bien. Parce que parfois je trouve qu'il y a chez certains vulgarisateurs une tendance à écrire leur script comme si leur script était un livre. Autrement dit, à utiliser des tournures de phrases ou des mots savants qui ne sont pas du tout adaptés à une transmission orale. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne me lance jamais dans l'écriture d'un épisode si je ne suis pas sûr à 100% d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir en parler pendant au moins 30 minutes. Question suivante. Penses-tu avoir changé depuis ta première vidéo ? Si oui, en quoi ? Alors oui, je pense avoir changé dans le sens où j'ai gagné en assurance, j'ai gagné en confiance et en sentiment de légitimité. C'est-à-dire qu'au départ, avoir le syndrome de l'imposteur, c'est tout à fait normal, je dirais même que c'est tout à fait sain, parce que c'est la preuve qu'on a envie de bien faire les choses
et que donc on est soucieux de la qualité de ce qu'on transmet. Moi, ça m'arrive de me rendre vraiment malade quand j'ai le sentiment que ce que j'ai dit n'était pas exactement conforme, n'était pas exactement fidèle à la pensée d'un auteur. Alors que par définition, faire de la vulgarisation, c'est déformer la pensée d'un auteur, puisque c'est lui donner une autre forme. Donc la déformation, l'approximation, tout ça c'est inhérent au travail de vulgarisation. Donc pour en revenir à la question, je pense que j'ai gagné en assurance, mais que j'ai aussi beaucoup gagné en exigence, et que même si je trouve que mes premiers épisodes sont tout à fait corrects, il est évident que si j'avais à les refaire aujourd'hui, je pense qu'ils seraient beaucoup mieux. Mais ils seraient beaucoup mieux avec le regard que j'ai aujourd'hui et pas forcément avec le regard que j'avais à l'époque. Et donc c'est aussi ça le propre de l'évolution et de l'apprentissage, c'est qu'à chaque fois qu'on se retourne sur ce qu'on a fait, on se dit qu'on l'aurait fait autrement. Mais sauf que si on s'empêchait de le faire à cause de ça, on ferait jamais rien. Donc je préfère me dire que j'ai fait quelque chose d'imparfait, mais qui m'a permis d'évoluer, qui m'a permis de progresser, plutôt que de vouloir faire directement quelque chose de parfait, puisque ça je sais que c'est impossible. Question suivante. Bonjour, un conseil pour quelqu'un qui commence les vidéos. Premier conseil, avoir un intérêt viscéral pour le sujet dont tu parles dans tes vidéos. Deuxième conseil, ne surtout pas sous-estimer l'importance de la forme. Regardez, là par exemple, c'est ce que ça donne quand je ne soigne pas la forme, c'est-à-dire quand j'éteins mes éclairages et que j'utilise le micro de mon téléphone. Troisième conseil, persévérez parce que les gens ne commencent à s'intéresser à vous que quand ils ont compris que vous avez l'intention de rester là. Question suivante. J'aimerais savoir ce qu'est le facteur clé de ta réussite sur YouTube. Premier facteur, je dirais que j'ai d'abord eu énormément de chance. Alors, chance, le mot est peut-être mal choisi, parce que c'est au moment du premier confinement que ma chaîne a vraiment connu un fort décollage. Et puis je pense que le deuxième facteur, c'est que les gens ont ressenti qu'il y avait une véritable passion, ils ont pu le ressentir dans ma voix, et une passion structurée, une passion exigeante, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que derrière chacun de mes épisodes, il y a du travail, il y a de la lecture, il y a de la réflexion, et aussi le fait que mes épisodes ne sont pas des comptes rendus de fiches Wikipédia. Je veux dire par là que je ne transmets pas simplement de l'information, mais aussi du désir de réflexion. Et ça, je dirais presque que je le fais malgré moi. Cette manière d'aborder les sujets de manière claire, de manière concrète, c'est ma manière de fonctionner au quotidien. Je dirais même que j'ai une sorte de radar à imposture, c'est-à-dire quand j'entends quelqu'un parler d'un sujet de manière inutilement complexe et inutilement savante, je sens qu'il y a une embrouille. Et moi, j'ai assisté à beaucoup trop de conférences, à beaucoup trop de cours, durant lesquels l'intervenant cherchait absolument à me prouver qu'il savait des choses. Moi, ça m'intéresse pas d'écouter quelqu'un qui s'écoute parler ou qui veut absolument faire la démonstration qui connaît plus de choses que les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre quelqu'un qui va me faire réfléchir autrement. C'est quelqu'un qui va me faire dire « Tiens, j'avais pas vu ça comme ça, et maintenant que j'ai entendu cette parole, je vais pouvoir penser différemment. » Parce que c'est bien beau d'avoir la confirmation de ce qu'on pense déjà, et d'ailleurs vous aurez remarqué que c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un est intelligent. On dit souvent que quelqu'un est intelligent quand ce qu'il dit correspond à ce qu'on pense. Donc s'il y a un élément de la réussite de ma chaîne que je pense, je peux mettre à mon crédit, c'est ce désir de parler vrai, de parler concret, c'est-à-dire de me faire comprendre. Question suivante. L'engouement actuel pour la philo, mode ou changement plus profond des mentalités. Alors, j'avoue que sur cette question, c'est difficile de répondre. Peut-être que c'est l'avenir qui nous donnera la réponse. Mais pour ma part, j'ai du mal à n'y voir qu'un effet de mode. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est dans l'essence de l'être humain de se questionner sur le monde, de se questionner sur lui-même, que dans un monde où on a ce luxe de pouvoir s'interroger, mais également dans un monde où la vie n'est pas toujours facile, qu'on est confronté à des difficultés, qu'on est confronté à des problématiques, et qu'on aime savoir que ces problématiques, on n'est pas seul à y être confronté. Moi, j'ai beaucoup de gens qui écoutent mes épisodes et qui me disent « J'ai l'impression que tu étais dans ma tête ». Et en fait, c'est pas que j'étais dans leur tête, c'est que en tant qu'être humain, on partage tous une humaine condition, et que donc toute personne qui a du vécu, toute personne qui a de l'expérience, a priori, il y a de fortes chances pour qu'elle ait été confrontée aux mêmes difficultés que moi. Parce que même si on vit pas tous exactement les mêmes choses, du simple fait qu'on n'évolue pas tous dans les mêmes milieux, il y a des personnes qui ont des problèmes de privilégiés, il y a des personnes qui ont des problèmes de défavorisés. Mais il y a quand même des fondamentaux, il y a quand même des expériences marquantes de la vie qui nous concernent tous plus ou moins. Et donc ces expériences marquantes et ces questions fondamentales,
le fait de savoir qu'il y a des philosophes qui en ont parlé, c'est quelque chose de très rassurant. Rassurant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on n'est pas tout seul. Et moi c'est vrai que là-dessus j'ai une vision des choses assez étrange, c'est-à-dire que je considère qu'un problème n'en est plus un quand il est partagé par tout le monde. Je me rappelle même un jour avoir fait un rêve de fin du monde, et toute la population était descendue dehors pour attendre la fin du monde, et moi j'étais là au milieu de tout ce beau monde, et je me disais, finalement, vu qu'on va tous mourir, c'est pas si grave. Ce qui nous rassemble, c'est le fait qu'on se pose tous des questions sur notre existence, sur le sens de notre existence, et le fait de savoir qu'il y a des philosophes qui ont parlé de ça, et qu'il y a un gars dont le travail est de résumer la pensée des philosophes, ça fait du bien. Question suivante. Quelles questions philo fréquentes les abonnés te posent quand ils te voient en vrai ? Alors ça c'est assez rigolo parce que généralement quand des abonnés me reconnaissent dans la rue, ils m'interpellent, ils viennent me voir, et puis ils restent un petit peu plantés devant moi sans trop savoir quoi dire. Ce qui fait que je me retrouve dans cette situation un peu paradoxale où c'est moi qui suis obligé d'engager la conversation, de demander à la personne comment elle s'appelle, ce qu'elle fait dans la vie, parce que sinon les gens s'arrêtent un peu interdits, comme s'ils voyaient quelqu'un qui n'était pas censé exister dans la vraie vie. Donc c'est assez rare qu'on me pose des questions philo quand on me croise dans la vie, ce qui m'arrange d'ailleurs parce que quand je suis en train de faire mes courses, j'ai rarement l'esprit disposé à faire de la philosophie. Question suivante. Ne penses-tu pas participer à l'ultra-crépidarianisme en résumant en 1 heure ce que des auteurs ont mis toute une vie à créer ? Alors non, je ne pense pas participer à l'ultra-crépidarianisme en faisant de la vulgarisation de philosophie. Je rappelle que l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de se juger plus compétent, plus spécialiste sur un sujet qu'on ne l'est réellement. Parce que si faire de la vulgarisation, c'est participer à l'ultra-crépidarianisme, ça veut dire que tout acte d'enseignement, que tout acte de transmission participe à l'ultra-crépidarianisme. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont les gens qui découvrent le mot ultra-crépidarianisme et qui l'utilisent à tout bout de champ, qui participent à l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire qui ont l'impression d'avoir découvert quelque chose de révolutionnaire. Alors il y a des mots comme ça qui émergent, qui pop, comme on dit, de temps en temps. Pendant longtemps, ça a été le mot procrastination. Ensuite, ça a été le mot sérendipité. Moi, je ne suis pas contre l'utilisation des mots savants et des mots impressionnants quand ils sont justifiés par le contexte. Or, poser la question à un vulgarisateur de savoir s'il fait de l'ultra-crépidarianisme, c'est ne pas se rendre compte de l'essence même de l'acte de vulgarisation. Moi, je pense que l'ultra-crépidarianisme ne se situe pas chez celui qui transmet de la connaissance, mais plutôt chez celui qui reçoit la connaissance et qui a l'impression qu'il a tout compris. Or, justement, le propre de mes épisodes, c'est de pousser au questionnement et non pas à la conclusion. Maintenant, oui, quand je parle d'un philosophe, j'essaye d'être suffisamment précis, suffisamment fidèle à sa pensée, pour qu'à la fin de l'épisode, on ait appris quelque chose. Mais avoir le sentiment d'avoir appris quelque chose, je ne pense pas que ce soit ça, l'ultra-crépidarianisme. Question suivante. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram ? Je pense que les réseaux sociaux sont d'abord ce qu'on en fait. Je pense qu'il y a effectivement un besoin narcissique de se mettre en scène, de se mettre en image, de rechercher l'approbation et la validation par le like. Mais ça, cette analyse que je suis en train de faire, c'est finalement une analyse que tout le monde partage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de très original à dire que le règne de l'écran favorise les manifestations de l'ego et du narcissisme. Et moi, je me méfie toujours un peu quand on critique des outils qui, certes, dans les faits, sont souvent utilisés pour des motivations narcissiques, mais qui peuvent être aussi utilisés pour des motivations beaucoup plus utiles, beaucoup plus bénéfiques pour le groupe, et qu'on veut absolument surfocaliser sur le problème du narcissisme des réseaux sociaux, sans chercher à mettre en avant les contenus utiles. En fait, c'est le problème général de la dénonciation, et du fait que ce qu'on passe son temps à dénoncer, on passe son temps à le nourrir. Pour moi, la vertu ne réside pas dans la dénonciation du vice. La vertu réside dans l'incarnation et la promotion de ce qui est juste. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très chrétien, en tout cas de très culpabilisateur, dans le fait de pointer du doigt systématiquement ce qui ne va pas. Dans le fait de juger, dans le fait de dénoncer, dans le fait d'accuser, et de penser que parce qu'on dénonce, on se situe au-dessus de ce qu'on dénonce.
Pour moi, le narcissisme, c'est pas le propre des gens qui postent des photos d'eux torse nu sur Instagram. Le narcissisme, c'est aussi le fait d'aller commenter la photo de celui qui se poste torse nu sur Instagram et d'aller lui faire des leçons de morale, de le traiter de personne superficielle, de dire que c'est quelqu'un qui n'a rien d'autre à proposer que son corps. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On montre au monde qu'on est quelqu'un de vertueux, qu'on est quelqu'un qui n'est pas superficiel, qui n'est pas attaché aux apparences. Mais finalement, on fait la démonstration du contraire, parce qu'on juge une personne comme étant superficielle sur la simple base d'une photo. Donc quand la vertu, ou la soi-disant vertu, prend la forme de la condamnation, j'y vois un besoin de se présenter comme étant supérieur aux autres, donc j'y vois le contraire de la vertu. Question suivante. Comment expliques-tu que j'adorais suivre chacune de tes vidéos quand tu avais peu d'abonnés, mais maintenant avec ta popularité, quelque chose me repousse? Problème d'exclusivité? Deviens-tu impersonnel? Et suis-je le seul dans ce cas? Écoute, je trouve que c'est une excellente question, et j'invite, premier degré, tout le monde à dire ce qu'il en pense en commentaire, à savoir, est-ce que je suis devenu impersonnel? Est-ce que la qualité de mon contenu a baissé au fil du temps? Parce que c'est tout à fait possible que ce soit le cas et que je ne m'en rende pas compte. Comme il est possible aussi que ce soit un désir d'exclusivité, parce que ça c'est quelque chose que j'ai déjà constaté et que j'ai même déjà éprouvé moi-même par le passé, c'est-à-dire ce sentiment de privilège, pour ne pas dire ce sentiment d'élection, de connaître quelqu'un que je trouve intéressant et que les autres ne connaissent pas encore. Et donc forcément, quand la personne qu'on apprécie n'est pas connue, on a l'impression qu'elle nous appartient davantage que lorsqu'elle est suivie par 1 million de personnes. Parce qu'on se dit que si elle est suivie par 1 million de personnes, son attention se divise entre ce million de personnes. Ce qui dans la réalité n'est pas du tout le cas, parce que même si je suis extrêmement flatté de savoir qu'il y a plus de 900 000 personnes qui suivent mon travail, pour moi ça reste abstrait. Ça reste abstrait au sens où ces 900 000 personnes, je ne peux pas me représenter concrètement qui elles sont, et d'ailleurs, je ne le saurai jamais. Mais sauf que quand j'étais suivi par seulement 1000 personnes, ces 1000 personnes, je ne les connaissais pas davantage, et ce nombre était tout aussi abstrait. Et c'est pour ça que ma manière d'apparaître publiquement a toujours été un peu distante, que je me suis toujours réfugié derrière mon travail pour ne pas vous donner l'impression d'une fausse proximité. La fausse proximité, c'est quand un créateur de contenu va vous faire croire, par la manière de s'adresser à vous par exemple, que vous êtes proche de lui, qu'il vous connaît, que vous êtes son ami, voire un membre de sa famille, mais que le jour où vous allez le croiser dans la rue et lui demander un selfie, il va vous ignorer. Et moi, je préfère avoir une image un peu plus froide, un peu plus professionnelle, disons, mais au moins, quand vous me croiserez dans la rue, vous n'aurez pas l'impression que je vous refuse une proximité que je vous aurais vendue. Donc je ne sais pas si c'est ça le sentiment que tu exprimes à travers ta question, mais en tout cas, je réitère, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Question suivante. Qu'est-ce qui nous rend légitime à passer du statut d'élève à celui d'enseignant? Alors ça, c'est une excellente question. Je dirais tout simplement que ce qui nous rend légitime, c'est la pratique. C'est-à-dire que, par définition, on n'est pas légitime à enseigner avant d'avoir commencé à enseigner. Tout simplement parce que être un bon enseignant, c'est pas simplement avoir des connaissances, c'est aussi être capable de les transmettre. Et on ne s'improvise pas enseignant. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend par la pratique. Vous savez, c'est le dicton américain qui dit « fake it until you make it », c'est-à-dire « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Moi, je me souviens que la première fois que j'ai donné un cours particulier, j'avais l'impression d'être un imposteur, j'avais l'impression de faire semblant, mais sauf que si j'avais jamais commencé par jouer au professeur, je serais jamais devenu professeur. Donc se dire qu'on n'est pas légitime à enseigner, ça part d'un bon sentiment, ça veut dire qu'on a le souci de bien faire, mais sauf que si tout le monde raisonnait comme ça, il n'y aurait plus d'enseignants. Puis je vais vous dire, à moins d'enseigner à un niveau universitaire, à un niveau supérieur, type master ou doctorat, la plupart des jeunes professeurs en savent énormément plus que tous leurs élèves. Et encore une fois, j'insiste, la qualité première d'un bon professeur, ce ne sont pas ses connaissances, c'est sa pédagogie. Parce qu'il y a des personnes qui sont des puits de science, mais qui sont de mauvais professeurs, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter au niveau de leurs élèves. Moi je dis souvent, le bon professeur, c'est celui qui est capable d'oublier ce qu'il sait pour pouvoir le transmettre. Si vous donnez cours en faisant comme si vous étiez surveillé par un spécialiste de votre domaine, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc dès lors que vous avez des connaissances à transmettre et que vous avez cette fibre de pédagogue, vous pouvez devenir enseignant. Question suivante.
Le fascisme est à nos portes. N'est-ce pas le rôle d'un philosophe comme vous de pousser les jeunes à s'engager contre? Bon, alors déjà, je dirais que s'engager contre le fascisme, c'est pas spécifiquement le rôle du philosophe, c'est le rôle de n'importe quel citoyen qui est attaché à la démocratie. Maintenant, j'ai quand même envie de m'arrêter sur cette question parce que j'ai des choses à dire. Je fais partie d'une génération, les années 80, qui a été nourrie, qui a été biberonnée au lait de l'antiracisme. C'était les années Mitterrand, c'était les années SOS Racisme, touche pas à mon pote. Donc tous ceux qui ont la trentaine ou la quarantaine savent exactement de quoi je parle. Et donc cette idée d'une menace fasciste, elle a été incarnée en France à partir des années 80 par Jean-Marie Le Pen et par le Front National. Et alors ce qui est vraiment intéressant si on analyse la séquence politique de cette époque, c'est que la montée de l'antiracisme est allée de pair avec l'exposition médiatique de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que Mitterrand a fait quelque chose d'extrêmement machiavélique. En même temps qu'il a créé SOS Racisme, il a introduit la proportionnelle aux élections législatives, proportionnelle qui a permis au Front National d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Et ça, évidemment, les analystes politiques n'ont pas été dupes. Ils ont parfaitement compris la manœuvre de Mitterrand. Et la manœuvre de Mitterrand, c'était tout simplement de diviser les voix de la droite pour que la gauche reste au pouvoir. Mais sauf que ça n'a pas marché comme prévu, puisque pendant 30 ans, pendant 40 ans, on a une extrême droite qui n'a cessé de progresser dans les élections, mais pas au détriment de la droite, au détriment de la gauche. Et ça a culminé avec l'élection présidentielle de 2002, dans laquelle Lionel Jospin a été éjecté du deuxième tour. Et donc l'ironie de l'histoire, c'est que paradoxalement, le FN est devenu le meilleur allié des partis dits modérés, c'est-à-dire des partis libéraux, parce que rappelez-vous ce qui s'est passé en 2002, Jean-Marie Le Pen accède au deuxième tour, et la gauche et la droite ont fait front, le fameux front républicain, pour empêcher l'arrivée au pouvoir d'un parti fasciste. Parce que quand on a le candidat du parti communiste qui appelle à voter Chirac en 2002, c'est qu'il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que la seule qui est restée droit dans ses bottes à cette occasion, c'est Arlette Laguillet, qui a refusé de donner une consigne de vote au deuxième tour. Parce qu'elle considérait que non, Jacques Chirac n'était pas le sauveur de la démocratie contre la menace fasciste. Donc en réalité, et c'est sur ce terrain-là que ne vont généralement pas les analystes politiques, c'est que le Front National a été l'instrument de l'unification du bloc libéral. Et ensuite, c'est Lionel Jospin lui-même qui est venu dire sur un plateau télévision que pendant 30 ans, la menace fasciste n'avait jamais été que du théâtre. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Donc, au profit de qui la montée du Front National s'est-elle effectuée? Au profit des libéraux, comme lorsque les États-Unis financent Ben Laden, comme lorsque Israël finance le Hamas, pour avoir l'ennemi parfait. L'ennemi parfait, c'est-à-dire celui qui va permettre la coalition de tout le monde derrière soi. Et ça, du point de vue de la stratégie politique, c'est du génie. Maintenant, le deuxième point de ma réponse, c'est la montée des idées de l'extrême droite, qui pour le coup est une réalité. Parce que si on analyse l'évolution des scores de l'extrême droite aux élections présidentielles depuis 30 ans, on s'aperçoit qu'elle est passée d'environ 10% à aujourd'hui plus de 40%. Et ça, c'est pas anodin, ça traduit un phénomène réel. Et donc, qu'est-ce qui explique cette progression? Bien, comme toujours, les facteurs sont multiples, mais on sait que dans un contexte de crise économique aggravée, c'est généralement l'extrême droite qui en bénéficie sur le plan électoral. Pourquoi? Eh bien, parce que l'extrême droite va proposer des mesures protectionnistes, des mesures nationalistes, qui sont censés bénéficier au petit peuple. Le petit peuple, c'est-à-dire la classe des travailleurs qui sont fragilisés par la crise économique. Le petit peuple, c'est aussi ce que certains ont proposé d'appeler les perdants de la mondialisation. Et évidemment, quand vous êtes ouvrier dans une usine qui est délocalisée en Asie, vous êtes un perdant de la mondialisation. Et ça m'amène au point suivant, qui est la métamorphose de l'électorat de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que très souvent les antifascistes passent sous silence, c'est que la plus grosse partie de l'électorat de l'extrême droite, ce sont les catégories populaires. L'idée que le Front National, c'est le parti de la bourgeoisie, c'est matériellement faux. Ça veut pas dire que si le FN arrive au pouvoir, il va en faire profiter les catégories populaires, mais ça veut dire que ce sont les catégories populaires qui votent pour le FN. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une analyse statistique que je vous affiche à l'écran, qui montre l'évolution de l'électorat du Front National par catégorie socio-professionnelle. Et alors de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'en 1988, seuls 14% des employés et 17% des ouvriers votaient pour le Front National,
Alors qu'en 2021, c'est 42% des employés et 45% des ouvriers. Ce qui veut donc dire que le nombre d'employés et le nombre d'ouvriers qui votent pour le FN a triplé en 30 ans. Je suis désolé, mais ça, sur le plan politique, ça veut dire quelque chose. Et la première chose que ça veut dire, c'est que les employés et les ouvriers, autrement dit les catégories populaires, ne se sentent plus représentés par la gauche. Et donc si aujourd'hui les ouvriers ne votent plus à gauche, mais votent pour le FN, il faut se poser la question, pourquoi ? C'est ça la question qui compte, c'est pourquoi, c'est pas de se dire si c'est bien ou si c'est mal, ou si les ouvriers sont subitement devenus d'infâmes racistes. Parce que concrètement, que font les gens qui luttent aujourd'hui en France contre le fascisme ? Ils traitent tout le monde de fachos. Mais sauf que traiter les gens de fachos, ça a jamais fait voter à gauche. Je dirais même que c'est exactement le contraire. Les gens de gauche qui traitent les électeurs FN de fachos ne se rendent pas compte à quel point ils les éloignent de la gauche. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie d'envoyer à mes camarades gauchistes. Ne niez pas, ne sous-estimez pas les problématiques des catégories populaires. Quand il y a des gens qui sont agressés et qu'on leur dit qu'il ne faut pas qu'ils parlent de leur agression parce que ça fait le jeu de l'extrême droite, ça crée un nouvel électeur de l'extrême droite. Ce que je veux dire par là, c'est que les militants de gauche ne se rendent pas compte à quel point ils sont des machines à fabriquer des électeurs d'extrême droite. Tout le monde connaît le phénomène psychologique de la réactance, c'est-à-dire le fait de produire l'effet inverse à celui qu'on recherche en accusant la personne. Plus vous accusez les gens d'avoir des idées fascistes, plus vous les accusez d'être racistes, et plus elles vont le devenir par réaction. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pas la menace fasciste, c'est de voir des gens qui au départ sont des gens tolérants, sont des gens ouverts et progressistes, et qui progressivement sont en train de basculer dans une forme de fascisme. Je vois des gens qui se mettent à tenir des discours extrêmement inquiétants sur les étrangers, sur les immigrés, qu'ils ne tenaient pas il y a quelques années. C'est-à-dire que ce qui les a poussés et entretenus dans leur racisme, c'est le comportement de la gauche vis-à-vis d'eux. Personne n'aime être méprisé, personne n'aime être accusé à tort, et plus vous mépriserez les gens et plus vous les traiterez de fachos, et plus ils risquent de vraiment le devenir. Question suivante. Que penses-tu de la cancel culture ? Décidément. La cancel culture, c'est ce procédé qui consiste à dénoncer publiquement les propos ou les comportements problématiques, généralement de gens célèbres ou de gens reconnus dans leur milieu. Et donc en français, on traduit ça par la culture de l'annulation, c'est-à-dire le fait de ne plus offrir une vitrine médiatique, une vitrine promotionnelle, à des gens qui se sont rendus coupables de choses problématiques. Alors évidemment, c'est extrêmement fourre-tout comme terme, problématique, parce que dans les comportements problématiques, on pourra aussi bien ranger celui qui a commis une agression sexuelle que celui qui a dit que lorsqu'on était un homme, on ne pouvait pas avoir ses règles. Parce que oui, certaines personnes se sont faites cancel, elles se sont faites annuler, parce qu'elles disaient qu'un homme ne pouvait pas avoir ses règles. C'est le cas de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. Et typiquement, avec J.K. Rowling, on a affaire à un cas emblématique de réactance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui au départ a dit quelque chose qui semblait relever du bon sens. Le fait que oui, biologiquement et anatomiquement, ce sont les femmes qui ont leur menstruation et non pas les hommes. Oui, mais sauf qu'à une époque où il est possible de faire une transition de genre, dire que seules les femmes ont leurs règles, c'est considéré comme un propos transphobe. C'est-à-dire que pour un militant pur et dur, le simple fait d'employer le mot homme ou le mot femme selon sa définition courante, ça c'est déjà considéré comme de la transphobie parce que ça voudrait dire qu'on naturalise le genre. Qu'on naturalise le genre, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer qu'un homme peut avoir un corps de femme ou qu'une femme peut avoir un corps d'homme. Et oui, mais comme il existe ce qu'on appelle la dysphorie de genre, c'est-à-dire le fait d'avoir une identité de genre qui ne correspond pas à notre sexe biologique, dire qu'un homme ne peut pas avoir ses règles, c'est considéré comme de la transphobie. Donc j'ai pris cet exemple de la transphobie parce que J.K. Rowling est l'une des personnes les plus connues à avoir été l'objet de la cancel culture, mais ça s'applique également au racisme, à la misogynie, à la grossophobie, au validisme, c'est-à-dire à toutes ces formes de discrimination dont les auteurs eux-mêmes ne sont pas forcément conscients. Et alors, outre ce problème que certaines personnes peuvent se faire cancel pour avoir tenu des propos qui n'étaient pas consciemment discriminatoires, il y a un autre problème qui est le procédé en lui-même qui consiste à jeter en pâture, à jeter sur la place publique tous ceux dont on estime qu'ils pensent mal. Alors évidemment, c'est toujours ce même paradoxe assez récurrent dans l'histoire, que c'est toujours au nom de la tolérance qu'on ostracise, que c'est toujours au nom de la lutte contre les discriminations qu'on discrimine. Mais ça, je pense que ça va au-delà de la simple cancel culture, ou plutôt
que la cancel culture n'est qu'une manifestation d'un phénomène humain beaucoup plus général, qui est ce qu'on appelle le signalement de vertu, c'est-à-dire le fait de condamner ostensiblement les autres pour pouvoir se positionner comme leur étant moralement supérieurs. Et ce qui est amusant, enfin amusant c'est pas le terme, mais en tout cas ce qui est ironique, c'est que de plus en plus, les victimes de la cancel culture sont ceux qui, hier, pratiquaient la cancel culture. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte parfois qu'il y a certains propos qu'on ne tiendrait plus aujourd'hui, tout simplement parce que les mœurs ont évolué et que donc les mentalités ont évolué. Et donc si les mentalités évoluent, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui dénoncent et ceux qui cancellent les autres seront demain les prochaines victimes du cancel. Parce qu'aujourd'hui, sans même le savoir, ils tiennent des propos qui seront jugés problématiques par la génération future. Et c'est pourquoi l'autre nom de la cancel culture, c'est la pureté militante. La pureté militante, c'est le fait de reprocher à ses camarades de lutte de ne pas être assez purs. Et donc c'est devenu une sorte de discipline sportive officielle, le fait de dénoncer les camarades qui ne sont pas assez purs. Parce qu'évidemment, dans une logique militante, personne n'est assez pur à part soi-même. Donc voilà ce que je pense de la cancel culture, je pense que c'est un procédé qui est à l'image de notre société actuelle, c'est-à-dire hypersensible, hypersusceptible et hyper narcissique. Question suivante. Parmi les grandes questions, quelle est celle qui te retourne le plus le cerveau et pourquoi ? Alors, il y en a plusieurs, mais je dirais que parmi les grandes questions qui me retournent le plus le cerveau, il y a celle du commencement du temps, c'est-à-dire le fait que, au-delà du seuil de Planck, on ne soit pas capable de savoir ce qui s'est passé, ni même de savoir si le temps existait. Et le fait de devoir imaginer un commencement qui soit situé en dehors du temps, ça peut créer des crampes au cerveau. On sait que le Big Bang, c'est le moment où un point infiniment chaud et infiniment dense a libéré l'univers physique. Donc déjà, le simple fait de se dire que la totalité de l'univers physique était contenue dans un point, ça pose des difficultés de représentation. Mais le fait de se dire qu'avant cet instant-là, le temps n'existait pas et qu'il n'y a donc littéralement pas d'avant, là ça devient carrément insensé. Donc moi les questions qui me retournent le plus le cerveau, ce sont celles dont j'ai l'impression que nos capacités cognitives ne nous permettent même pas de nous les représenter. Question suivante. Quelle est la définition la plus concrète de la philosophie ? Je dirais que la philosophie, c'est la démarche qui consiste à comprendre le monde et la place que l'homme occupe en son sein. Qu'est-ce qui vous motive à continuer ? Le sentiment de faire quelque chose d'utile pour le groupe. Quels sont les principaux créateurs de contenu que tu regardes ? Alors ça, j'ai l'impression que ça devient la question traditionnelle à chaque FAQ, de savoir quels sont les créateurs de contenu ou les chaînes YouTube que je suis. Alors pour ne pas me répéter, je vais vous citer 3 chaînes YouTube que je suis en ce moment. La première chaîne YouTube, c'est la chaîne Légende, animée par Guillaume Play. Et c'est une chaîne d'entretien dans laquelle Guillaume reçoit des personnalités, pas forcément connues d'ailleurs, mais des personnalités qui ont un métier ou qui ont une activité assez insolite. Donc par exemple, il va recevoir un concierge de palace, il va recevoir un chauffeur Uber ou un médecin légiste. Et pendant 1 heure, on va se retrouver en immersion dans un univers qu'on ne connaît pas. Et à un moment, je vois un morceau par terre, je sais pas ce que c'est. Je le prends en main. Enfin, en main, j'ai un gant. Je le prends, je vois que c'est de la peau. Ça se voit, c'est de la peau. Il n'y a pas beaucoup de matière grasse, donc je me demande d'où elle vient, quoi. Et à force de manipuler, à un moment donné, la peau se retourne. Et je vois que c'est le visage du gars que j'ai en main. En fait, il s'est fait choper par le train par derrière, son visage s'est décollé à cause de la vitesse du train, et il est tombé par terre. Et c'est ça que j'ai en main. Et moi, je trouve ça marrant, et je m'en trouve flic. Lui, il est tombé dans les pommes, il n'a pas aimé du tout, ça lui a fait un accident du travail, parce qu'en plus, il est mal tombé. Il s'est fait un train, il s'est fait une plaie au crâne, il a eu un accident de travail, il était en incapacité pendant 2 mois, parce que j'ai fait le con, lui montrer un visage. La vache, mais attends, mais tu vis des trucs, toi, c'est pas... Ah oui, c'est amusant. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup quand on arrive à m'intéresser à quelque chose à quoi je ne me serais pas intéressé de prime abord. Et je trouve que Guillaume a cette manière parfois très naïve, très candide de poser des questions. Une fois, on a un client qui nous a demandé plein d'animaux différents, dont un pan albinos. Mais à quel moment le gars se lève, se dit là, vraiment, si j'ai pas un pan albinos ici, là, je suis pas bien? Eh ben, je sais pas, mais j'aimerais... C'est pour faire quoi, au pan albinos? C'est pour qu'il soit là. Mais vraiment? Dans sa chambre? Ouais. Mais il met un pan dans sa chambre? Ouais. Bah pourquoi pas? Mais il va chier par terre? Et ce que je trouve, c'est que ces entretiens, ce sont de véritables échantillons d'humanité. Parce que, qu'on soit d'accord ou pas avec l'intervenant,
qu'on partage ou pas son expérience ou ses opinions, on en retire toujours quelque chose et un autre point de vue sur le monde. Et comme je trouve qu'il est très important de penser contre soi-même, eh bien je fais partie des fidèles auditeurs des Entretiens de légende. La deuxième chaîne YouTube que je vous recommande, c'est la chaîne Axolot de Patrick Beau. Patrick Beau, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux curiosités, aux histoires insolites, aux lieux insolites. Et notamment la dernière fois, je suis tombé sur sa vidéo où il visite les catacombes de Lyon avec Alexandre Astier. D'après les datations au carbone 14, la construction du réseau remonterait à l'Antiquité. Mais on ne sait pas qui en est à l'origine et surtout, on en ignore la fonction. Et le fait qu'on soit enterré, ça n'a rien à voir, a priori, avec le fait qu'on pourrait y stocker des choses qui doivent être protégées de la chaleur ou... Et ça aussi, je trouve que c'est absolument captivant de se plonger dans l'histoire, dans les coulisses de l'histoire. Parce qu'il y a des tas de choses dont on sait qu'elles existent, mais on le sait abstraitement. Et ces vidéos nous permettent de mettre des images et des émotions sur ces choses. Est-ce que vous avez déjà visité un cabinet de curiosité ? Apparus en Europe vers la fin du XVIe siècle, les cabinets de curiosité étaient des endroits étranges dans lesquels on regroupait des objets de toutes sortes. Antiquités, œuvres d'art, animaux empaillés, mais surtout des bizarreries allant de la relique ensorcelée au squelette de créatures mythiques. Donc ça c'était pour la deuxième chaîne, et pour la troisième chaîne, je vous recommanderais celle de Philoman. J'avais déjà parlé de la chaîne de Cosmos qui comme moi fait de la vulgarisation de philosophie et de littérature. Philoman fait lui aussi de la vulgarisation de philosophie, il fait lui aussi des formats audio, et je lui trouve un style de professeur bourru de terminale que j'apprécie beaucoup. Ce n'est qu'ainsi que l'individu peut exister. Ses fonctions vitales sont maintenues et entretenues par l'activité collective de la communauté, qui a lieu très concrètement pour vous et moi quand on va faire les courses au Super U ou à Carrefour. Ce qui ne serait pas le cas si nous parlions d'un individu seul et isolé comme pure abstraction. Et donc si vous cherchez un complément en plus de ma chaîne et en plus de la chaîne de Cosmos, eh bien je vous renvoie vers celle de Philoman. Question suivante. Peut-on dissocier l'auteur et son œuvre ? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai répondu dans mon épisode spécial « L'artiste fait-il ce qu'il veut ?», un épisode qui est disponible sur ma page Patreon. Et la réponse que je donne, c'est qu'il ne faut pas confondre dissocier l'œuvre de l'artiste et dissocier le jugement sur l'œuvre du jugement sur l'artiste. C'est-à-dire que dissocier l'œuvre de l'artiste, en réalité, ça n'a pas vraiment de sens, tout simplement parce que l'œuvre, c'est le produit de l'artiste. L'œuvre, c'est le prolongement, c'est l'extériorisation de l'esprit de l'artiste. Donc on ne peut pas les dissocier. Par contre, on peut dissocier le jugement sur l'œuvre du jugement sur l'artiste, parce que apprécier une œuvre, la trouver captivante, la trouver touchante ou émouvante, ça n'implique pas d'apprécier son auteur. Et l'exemple que je donne, c'est celui des œuvres anonymes. Lorsqu'on lit un roman qui nous plaît, mais qu'on ne connaît pas son auteur, on est obligé de ne juger que l'œuvre. Donc on ne peut pas dissocier l'œuvre de l'artiste, mais on doit dissocier les qualités esthétiques de l'œuvre des qualités morales de l'artiste. Question suivante. Quelles sont tes origines géographiques ? Eh bien, comme dirait Chimène Badi, je viens du Sud. Si vous avez réuni les 7 boules de cristal et que Shenron apparaît, quel vœu lui demanderiez-vous ? L'immortalité, l'omniscience, l'omnipotence ou un tout autre. Alors Shenron, c'est le dragon qui exauce les souhaits dans Dragon Ball. Eh bien, si Shenron apparaissait devant moi, je ne lui demanderais pas l'omniscience parce que je pense que mon cerveau n'est pas assez grand pour faire tenir toute la connaissance. Je ne lui demanderais pas l'omnipotence non plus parce que je pense que ça doit être extrêmement frustrant de savoir qu'on peut tout faire. Je ne lui demanderais pas non plus l'immortalité, mais je lui demanderais peut-être de ne plus avoir le désir de l'immortalité. Question suivante. Qu'est-ce que la célébrité t'a apporté ? Relation, business. Alors, dans mon cas, je n'irai pas jusqu'à parler de célébrité, je parlerai plutôt de notoriété. La notoriété, c'est la célébrité, mais à petite échelle. Et cette notoriété, elle m'a permis d'entrer en contact avec des personnes dont je connaissais et dont j'appréciais le travail, et qui, à travers ma chaîne, m'ont contacté pour me dire que, elles aussi, elles appréciaient mon travail. Ce qui m'a permis de faire de très belles rencontres, et des rencontres qui, peut-être, dans un avenir plus ou moins proche, donneront lieu à des collaborations. Question suivante. Penses-tu un jour faire une vidéo ou un podcast sur l'empathie, d'un point de vue philosophique ?
Alors oui, parce que cette question de l'empathie m'intéresse beaucoup. La seule difficulté, c'est que il n'y a pas beaucoup de philosophes qui ont traité spécifiquement de cette question de l'empathie. En revanche, il y a déjà sur ma chaîne un entretien philo sur l'hypersensibilité, et dans cet entretien, on aborde la question de l'empathie. Question suivante. Croyez-vous aux extraterrestres ? Alors, si la question c'est de savoir si je crois à l'existence d'une vie extraterrestre, je réponds oui. Je réponds oui du simple fait des probabilités. C'est-à-dire que dans les milliards de galaxies qui existent, je ne peux pas croire qu'il n'y ait aucun endroit où les conditions ne soient pas réunies pour héberger la vie. Maintenant, si la question c'est de savoir si je crois à une intelligence extraterrestre, bien là aussi je réponds oui, mais je réponds oui tout en étant conscient que ce que nous appelons intelligence en tant qu'être humain n'est pas forcément représentatif de l'intelligence à l'échelle cosmique. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons comme critère de définition de l'intelligence que notre propre intelligence. Et donc il est tout à fait possible qu'il existe des formes d'intelligence qui nous échappent. Maintenant, si la question c'est de savoir si je crois aux extraterrestres tels qu'on se les représente dans la mythologie collective, eh bien je dirais que je reste ouvert à l'hypothèse. Question suivante. Quel est le mobile des platistes selon toi ? Alors si par platiste on parle des gens qui pensent que la Terre est plate, je ne pense pas qu'ils aient un mobile. Mais je pense qu'ils ont des raisons à eux de croire que la Terre est plate. Et pour moi, la raison principale, ce n'est pas un manque d'information, ce n'est pas un manque d'éducation, c'est un manque de confiance. Je pense que ce qu'on appelle le complotisme, c'est le résultat d'une perte totale de confiance dans les autorités, que ces autorités soient politiques, scientifiques ou médicales. Je pense qu'on ne se met pas à croire que la Terre est plate du jour au lendemain sans raison, et je pense même que la plupart des gens qui croient que la Terre est plate ont cru pendant des années que la Terre était ronde. Et comme le dit Étienne Klein, on sait que la Terre est ronde, mais on ne sait pas comment on sait que la Terre est ronde. Alors oui, on le sait parce qu'on l'a appris à l'école, parce qu'on a vu des photos de la NASA, ou parce qu'on fait confiance aux scientifiques, mais aucun de ces éléments ne constitue à proprement parler une preuve. Donc je ne pense pas que ce soit un manque d'intelligence qui nous fasse croire que la Terre est plate. Je pense que c'est vraiment lié à un problème de confiance. Et que dans un monde où on s'aperçoit que les pouvoirs nous mentent, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique ou le pouvoir médiatique, eh bien, faut pas s'étonner que des gens décident de claquer la porte au nez de toutes les autorités et qu'elles se mettent à croire de façon systématique le contraire de ce qui nous est présenté dans la version officielle. Je pense qu'il y a une sorte de point de non-retour de la confiance dans les autorités et qu'à partir d'un certain stade, on se met à croire que les autorités nous mentent systématiquement. Question suivante. Pourquoi se sent-on léger quand on est rempli et lourd quand on est vide ? Je trouve que c'est une très belle question. Mon interprétation, c'est qu'en tant que fragment du cosmos, en tant que membre de ce grand tout auquel nous participons tous, nous ne sommes vraiment nous-mêmes que lorsque nous sommes interconnectés à la totalité et que quand les choses sont interconnectées les unes aux autres, elles ne sentent plus le poids de leur présence. Question suivante. Qu'est-ce qui a la capacité de t'énerver ? Ce qui a la capacité de m'énerver, c'est lorsque je perçois mes anciens défauts chez les autres. Quelle est votre citation de philosophe préférée ? Alors je vais en donner deux. La première, c'est celle de Spinoza. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Et la deuxième, c'est celle de Jean-Paul Sartre. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. Et enfin, dernière question. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose ? La question que j'aimerais qu'on me pose, c'est de savoir qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui. Et ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est mon fils, né le 21 décembre, jour du solstice, jour du retour de la lumière. Merci à toi d'être là, et bienvenue dans le monde de la matière.